C'est une histoire extraordinaire, presque unique dans le monde du transport aérien. Le 10 juin 1990, un BAC 111 de British Airways se déclare en situation de détresse, à plus de 5000 mètres d'altitude, avec le corps du commandant de bord coincé dans la fenêtre du cockpit. Dans le poste, 3 stewards se cramponnent à ses jambes pour éviter qu'il ne s'envole. Médée! Ici le vol 5390! Seul aux commandes, un jeune copilote qui se bat pour sauver la vie de ses 81 passagers. Médée! Ici le vol 5390! Voici l'histoire du vol British Airways 5390. Pour l'équipage du vol British Airways à destination de Malaga, la journée du 10 juin débute comme toutes les autres, par un briefing. Les hôtesses et stewards British Airways basés à Birmingham se connaissent bien. Depuis des années, Nigel Hodgson, Simon Rogers et Sue Prince se retrouvent souvent au gré des plannings sur les mêmes vols. Ce sont des professionnels expérimentés et fiers de leur métier. À Birmingham, les équipages cabines et les pilotes se connaissaient tous. On s'appelait par nos prénoms. Simon était un de mes très bons amis. On allait souvent boire un verre ou dîner ensemble. Nous étions tous amis. Le copilote, en revanche, est un petit nouveau dans le groupe. Alistair Hutchinson est arrivé le jour même de Manchester. Bonjour, Alistair. Venez. Tim Lancaster. Vous n'avez pas eu de bouchon? Non, ça va. Tim Lancaster est un commandant de bord expérimenté. Il est pilote de ligne depuis 21 ans. Le chef de cabine, John Hayward, arrive pour faire un dernier point avec l'équipage. Ah, bonjour à tous. Salut. Dis, Nigel, c'est notre nouveau copilote, là? Oui, il vient de Manchester. Ça fait une sacrée trotte. Très bien. Aujourd'hui, Malaga. Alors, voyons voir ce que nous avons là. Alors, Nigel, tu t'assieras à l'avant avec moi. On parlera rugby. Sue, où veux-tu te placer? Sur l'aile. Très bien. Bon, alors, Simon, tu seras à l'arrière. Bon, ça, c'est fait. Maintenant, quelques points de sécurité. Nigel? Comme avant chaque départ, le copilote effectue la visite pré-vol afin de s'assurer que l'avion est en parfait état. Dans le poste, le commandant Lancaster consulte les documents de bord, et notamment le journal de maintenance. Tout va bien? Oui, très bien. Il sort de maintenance, à ce que je vois. Ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont juste changé le pare-brise. Certains passagers sont des habitués de la ligne. Les autres sont pour la plupart des vacanciers en partance pour le soleil. Je prenais cet avion de Birmingham pour aller rejoindre ma mère à Malaga. J'étais avec ma sœur, nous allions passer une semaine de vacances entre filles. Je vis dans le sud de l'Espagne et rentre 2 à 3 fois par an pour voir mes petits-enfants ainsi que ma mère. Tout le monde vit près de Birmingham. C'est pour cette raison que je prends souvent le vol Malaga-Birmingham. Je peux m'asseoir près du... Merci. Oh, je suis ça fait des années que je rêve d'aller. Madame, est-ce que vous êtes bien installée? Oui, je vous remercie. C'est ici. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est le commandant de bord qui vous parle. Je m'appelle Tim Lancaster. Bienvenue à bord de Ce vol British Airways à destination de Malaga. Il avait l'air vraiment très aérien gai vient de et nous très annoncer décontracté. un retard Il d'une fait beau à quinzaine de Malaga, minutes environ. le ciel est bleu, le soleil brille. Asseyez-vous confortablement et savourez votre Nous vol. espérons encore pouvoir arriver à Malaga à l'heure prévue. Contrôle Birmingham, Speedberg 5390, nous sommes prêts à mettre en route. Mesdames et messieurs, nous allons procéder à une démonstration du Matériel de sécurité et des procédures. Ces informations sont... sont importantes pour vous. Nous vous demandons de les écouter attentivement. Je démarre le numéro 2. Les sorties de secours se trouvent de chaque côté de l'avion. L'hôtesse vous montre alors les issues de secours et tous les équipements de survie. Et bien sûr, personne n'y prête vraiment attention.
Un type avait l'air totalement blasé. Il lisait le Times. On prend ça à la légère parce qu'on a tous déjà pris l'avion. Ça n'a pas vraiment d'importance. Ainsi, vous avez des masques pour respirer et vous disposez de sifflets pour attirer l'attention. « 89. » Le BAC 111, surnommé la Jeep Desert, est un avion de conception anglaise extrêmement robuste et facile à piloter. Bonjour, désirez-vous un petit déjeuner? S'il vous plaît. La cabine pressurisée accueille 81 passagers, en plus des 6 membres d'équipage. L'avion monte vers le niveau 210, à peu près 7000 mètres, et si tout va bien, dans 2 heures à peine, il posera ses roues sur la piste ensoleillée de Malaga. Alistair, on voit ma maison d'ici. L'avion est stable dans sa montée. Le commandant décide de passer en pilotage automatique. Il en profite pour retirer son harnais et s'installer confortablement pour le vol. Je suis allé dans le cockpit proposer des boissons à Tim et Alistair. Messieurs, vous prendrez du thé? Oui, comme d'habitude. Moi, ce sera avec un sucre et du lait. Ensuite, je vous servirai votre petit déjeuner dans quelques minutes. L'avion est en vol depuis maintenant 13 minutes. Il vient de franchir les 15 000 pieds, plus de 5 000 mètres d'altitude. C'est alors que l'invraisemblable survient. Dans une énorme explosion, le pare-brise du commandant saute et disparaît dans le ciel. Un air à moins 17 degrés s'engouffre à 700 km/h dans l'avion où instantanément un brouillard de condensation se forme. C'était un bruit sourd vraiment intense qui nous a fait trembler de tous nos membres. On plongeait littéralement. Et puis, on a commencé à être secoué comme ça. J'étais un peu sonné et j'ai pensé, mon Dieu, c'est une bombe. Sur l'instant, le copilote ne réalise pas ce qui se passe. D'instinct, il sait juste qu'il doit continuer à piloter, à maîtriser dans les airs cette machine de 43 tonnes qui plonge vers le sol. En une seconde, c'est l'enfer. On est aveugle, sourd et muet. Aveugle parce qu'il y a une condensation due à la dépressurisation. On est sourd parce que ça fait un bruit effroyable. Un vent de 500 km/h ou de 700 km/h qui arrive dans un cockpit, c'est effroyable. Tout vole en éclats. On n'a même pas de quoi prendre une feuille de papier ou un crayon. Et puis on est muet parce qu'on ne peut même plus parler à la radio. Donc on se retrouve devant une situation très difficile à gérer. Plus que difficile. Totalement hallucinante avec le corps du commandant littéralement happé par le vide. Le corps dont les pieds sont coincés dans le manche à balai, bloqué en position piquée. Résultat, à chaque seconde, l'avion fonce un peu plus vite vers le sol, perdant rapidement de l'altitude. Et pour tenter de maîtriser la situation, un homme seul, sonné par le choc, et commençant à manquer d'oxygène dans l'air raréfié de la haute altitude. Difficile de réfléchir dans de telles conditions. L'aide va arriver de l'arrière, lorsqu'un des stewards va passer la tête par la porte du cockpit. Lorsque j'ai regardé dans le poste, la porte était tombée sur les commandes. Et tout ce que j'ai pu voir, c'était Tim à l'extérieur de l'avion. J'ai bondi vers lui et je lui ai attrapé le pied. L'autre pied pendait sur le côté de son siège. Je l'ai attrapé aussi avant que Tim ne soit complètement aspiré à l'extérieur. Nigel agrippe de toutes ses forces les jambes du commandant. À l'extérieur, un vent de 700 km/h fracasse le corps de Tim Lancaster contre le fuselage par une température de moins 17 degrés. Mayday! Londres Speedbird 5390! L'appel de détresse est reçu par le contrôle.
Mais le vacarme du vent dans le poste empêche le copilote d'entendre la réponse. Pire, les pieds du commandant bloquent toujours le manche en position piquée et l'avion descend à toute vitesse dans l'espace aérien de Londres, un des plus encombrés de la planète. En cabine, le chef Stewart essaie tant bien que mal de gagner le poste pour comprendre ce qui se passe. J'ai regardé dans le poste et vu Nigel comme suspendu au-dessus du siège. En face de moi, la porte du cockpit était tombée et s'était coincée dans les manettes de gaz de l'avion. J'ai donné 2 coups de pied et elle s'est littéralement cassée en 3 ou 4 morceaux. À l'arrière du poste, le long de la paroi se trouve un strapontin pour les visiteurs. J'ai réalisé que si j'attachais mon bras avec la ceinture du strapontin, je pouvais attraper Nigel et le tenir avec le commandant. Ça faisait un véritable point d'ancrage. Enfin, les 2 stewards réussissent à dégager les pieds du commandant du manche. Et le copilote peut reprendre le contrôle de l'appareil. Pourtant, il poursuit sa descente. Une descente rapide pour sortir des couloirs aériens où le risque de collision avec un autre appareil est grand. Et puis, il y a une autre raison à cette descente. Il faut revenir à une altitude où l'air est plus respirable. Car le BAC 111 est un avion de conception ancienne qui n'est pas équipé pour fournir de l'oxygène à tous ses passagers. Mais plus la descente se prolonge, plus la vitesse augmente. Approchant maintenant la vitesse maximale. Calmez-vous, s'il vous plaît. Relevez vos sièges et attachez vos ceintures. Calmez-vous. Vous aussi, messieurs, dames, baissez. Les passagers sont au bord de la panique et le personnel essaie de les préparer pour un atterrissage forcé. Veuillez redresser vos sièges. PA 5930, Médée, dépressurisation explosive. Le copilote lance toujours ses messages sans entendre la réponse à cause du vent. Mais l'avion arrive maintenant à 3000 mètres d'altitude et il le remet en palier, laissant la vitesse ralentir jusqu'à 450 km/h. La pression du vent diminuant, le corps du commandant glisse sur le côté du fuselage. 100, 4195 au radar. Nous avons la situation en main. Pour la première fois depuis l'explosion, Simon Rogers réussit à jeter un coup d'œil dans le poste et réalise la gravité de la situation. Quand l'avion s'est stabilisé, Simon est venu vers nous de l'arrière de la cabine. Nigel commençait vraiment à souffrir des bras, mais je savais qu'il ne lâcherait pas prise jusqu'à ce qu'il soit certain que Tim soit en sécurité. Nous étions tous terrorisés, malades de peur. Nous pensions que nous allions mourir avec Tim. Cette idée me traversait l'esprit, mais tout reposait sur Alistair. Et tous les trois, Simon, John et moi-même, devions résister et faire reculer la mort. Tout ce dont je me souviens, ce sont les bras de Tim qui battaient l'air. Je n'oublierai jamais ça. Ses yeux étaient grands ouverts. Je me souviens, son visage heurtait la fenêtre latérale, mais il ne clignait pas des yeux. J'ai pensé et j'ai dit à John, je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Je leur ai dit, toi et Simon devez tenir bon parce que je n'en peux plus, je n'ai plus aucune sensation dans les bras. Son bras. Nous avons décidé que Simon allait s'asseoir sur le strapontin et mettre la ceinture. Une fois Simon accroché au strapontin, on a pu dégager les jambes de Tim qui se trouvaient entre le siège et le manche. On a essayé de positionner ses pieds sur le haut du siège. Ensuite, Simon a maintenu ses chevilles en les tirant vers le bas. Mais je sens plus mes mains. Depuis maintenant plusieurs minutes,
le corps du commandant Lancaster est soumis à un traitement inhumain. Les deux stewards sont persuadés qu'il est mort et que sans doute la meilleure chose à faire serait de le lâcher. Mais ce n'est pas l'avis d'Alistair, le copilote. J'en peux plus. Non! Vous devez continuer à le tenir! Le copilote se trouve devant un choix extrêmement difficile à prendre parce que il se dit 99 chances sur 100, il est mort. Le choc, la température, la vitesse, le manque d'oxygène, à quoi bon de le maintenir? Techniquement, si on le lâche, il risque d'aller cogner sur la dérive ou de se faire aspirer par un réacteur, ce qui provoque des dégâts encore plus considérables que dans la situation dans laquelle on se trouve. Donc, ils ont fait le choix de le garder, probablement pour la raison humaine avant tout, mais il fallait quand même envisager les conséquences techniques. C'est ce qu'ils ont fait le bon choix. Alistair réussit à stabiliser l'avion à 3000 mètres d'altitude. Mais seul aux commandes, il doit de mémoire retrouver les procédures à appliquer dans ce type très particulier de situation. Lentement, la vitesse tombe à 280 km/h et le bruit du vent se réduit suffisamment pour pouvoir à nouveau utiliser la radio. Nous avons une dépressurisation explosive. Nous demandons assistance radar pour le terrain le plus proche. Speedbird 5390 reçu. Acceptez-vous d'atterrir à Southampton? Speedbird 5390, j'ai l'habitude d'atterrir à Gatwick. Je préférerais Gatwick. Alistair demande le terrain de Gatwick où il s'est souvent posé. Mais l'aéroport le plus proche est celui de Southampton. Et comme le temps presse, il n'hésite guère longtemps. 1509, demande assistance radar sur Southampton. Alors le copilote se retrouve dans une situation pas facile à gérer, seul aux commandes, alors qu'il y a une répartition des tâches qui se fait normalement, sur une approche qu'il ne connaît pas, un terrain sur lequel il ne s'est jamais posé, une dock qui a disparu dans le vent de la dépressurisation. Heureusement, il lui reste une bouée de sauvetage. Ayant ralenti son avion, il a pu refaire de la radio avec le contrôleur qui l'aide et qui lui donne les bonnes indications. Malgré tout, le stress doit être considérable parce qu'il faut le gérer tout seul et on a une grosse responsabilité qui vous tombe sur le dos. Quand on est jeune copilote, c'est pas facile à gérer. L'avion s'approche de Southampton. Et Alistair prend directement contact avec la tour de l'aéroport. Southampton, ici Speedbird 5390, vous me recevez? Speedbird 5390. Bonjour. J'ai votre identification radar à 9,6 km ouest de Southampton. Quel est votre niveau de vol actuel? Bien reçu, monsieur. Je ne connais pas très bien Southampton. Il faut que vous me guidiez jusqu'à la piste. Quand il m'a parlé, j'ai senti qu'il était stressé, qu'il avait une très forte pression. Combien avez-vous de personnes à bord? Nous avons 81 passagers à bord et 6 membres d'équipage. Reçu, c'est noté. On nous a informé d'une panne de dépressurisation. Est-ce que c'est votre seul problème? Négatif, monsieur. La moitié du corps du commandant est à l'extérieur de l'avion. Je crois qu'il est mort. Reçu, d'accord, c'est noté. Lorsqu'il m'a raconté ce qui se passait, j'ai d'abord été sceptique, parce que ça n'arrive jamais. Ça arrive dans les films, mais pas dans la réalité. Puis j'ai senti mes cheveux se dresser sur la tête, des frissons dans le dos, en bas de la colonne vertébrale, et j'ai pensé, non, ça ne peut pas être vrai, et pourtant ça arrive. Le steward le maintient. Mais prévoyez des secours à l'atterrissage pour le commandant. Je pense qu'il est mort. Affirmatif. Quel est votre niveau de vol? Je suis actuellement à 5500 pieds et je suis à 10-19. Reçu, c'est noté. Je vais vous donner un peu plus d'espace ensuite. Vous prendrez le cap 180. C'est une urgence prioritaire. On a un 111 avec une dépressurisation. Il y a 87 personnes à bord, alors dépêchez-vous. Immédiatement, le contrôleur met tous les secours du terrain en alerte maximale. Pouvez-vous confirmer que la longueur de votre piste à Southampton convient à un 111? Je confirme, oui. Elle convient à un 111 et je vous donne tout de suite les chiffres. Si nous avions au moins 2500 mètres de piste, ce serait bien. J'ai peur que l'on soit en dessous des 2500 mètres.
Même chose à Bournemouth. Nous avons un maximum de 1800 mètres de piste. « 5-9-3-0. Je vais m'en contenter. » Alistair est inquiet, parce qu'avec le plein de kérosène, l'avion est au-dessus du poids maximum autorisé pour un atterrissage. Et dans ce cas-là, une piste courte présente un risque réel. Soit l'avion parvient à s'arrêter sur la piste, soit les pneus explosent, soit l'appareil sort en bout de piste. Alistair était inquiet et a posé la question au sujet des 2500 mètres de longueur. 5-3-9-0. Merci beaucoup. J'ai les trois vertes. Volé à 45 degrés. Nous sommes prêts pour l'approche. On va y aller en douceur. Oui, bien reçu. Numéro 1 à l'atterrissage. Dans l'aéronautique, la formation des pilotes est basée sur le binôme pilote-copilote, deux maestros accomplis dans le poste de pilotage. Le premier pilote l'avion et le deuxième exécute toutes les manœuvres d'urgence. Mais voilà, ce jour-là, il y avait un commandant qui pendait à la fenêtre avec au moins une personne agrippée à ses jambes, et puis Alistair qui pilotait seul l'avion sans personne à qui parler. Speedbird 5390, la piste à 14 km et vous êtes autorisé à atterrir. Le vent est du 0,20 degrés à 4 nœuds. Descendez à l'altitude de 4500 pieds. Le QFE est de 1017. Bien reçu, monsieur. Descendant à 4500 pieds. Continuez à me parler jusqu'au bout. Je vais avoir besoin de toute votre aide. Reçu. Dès que vous aurez immobilisé l'avion, faites évacuer vos passagers sur la piste. Il devait être à 8 ou 9 km de l'aéroport, et bien sûr, à ce moment-là, je lui parlais sans arrêt en attendant qu'il ait la piste en vue. Au moment où il a annoncé avoir la piste en visuel, j'ai effectivement arrêté de parler. Pas besoin de répéter, sauf si je vous le demande. Je parlerai sans arrêt, mais n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez une question. 5390. Merci beaucoup. J'ai la piste en vue. Merci, et vous êtes autorisé à atterrir. Voulez-vous que je continue à vous donner des informations? Négatif. 32 minutes après avoir quitté Birmingham, avec à son bord 81 passagers terrifiés, des réservoirs pleins de carburant, un commandant projeté à l'extérieur de l'avion et un vent de 200 km/h soufflant dans le poste, Alistair Hutchinson tente l'atterrissage le plus difficile de toute sa carrière. À 8h55, le vol British Airways 5390 fait un atterrissage impeccable à l'aéroport de Southampton. Immédiatement, les véhicules de secours entourent l'avion. Les pompiers évacuent le corps du commandant. Les passagers et l'équipage retrouvent enfin la terre ferme. Je me souviens avoir vu le copilote, l'homme sans qui nous serions tous passés de l'autre côté. Et il marchait très lentement sur la piste en secouant la tête. Un ambulancier l'accompagnait, un bras passé autour de ses épaules et le copilote secouait la tête. Comme si... Je me rappelle ça parfaitement. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'en rappelle. Mais le plus extraordinaire survient quelques instants plus tard. Transporté dans une ambulance,
Le corps du commandant Lancaster est ausculté par les médecins. Et contre toute attente, ils s'aperçoivent qu'il est vivant. J'ai commencé à reprendre connaissance au sol à Southampton. Je me souviens des lumières clignotantes rouges et blanches des ambulances, mais ni des gens ni des conversations. Puis mes pensées sont devenues plus claires à l'hôpital de Southampton. Les jours suivants, des bribes de souvenirs sont remontées à ma mémoire et j'ai commencé à reconstituer le puzzle. Je me suis rejoué toute l'histoire et j'ai compris ce qui s'était passé. Il y a eu une énorme explosion lorsque l'air s'est échappé. Et je me souviens avoir vu le pare-brise s'éloigner de l'avion comme une balle de fusil. Il a disparu au loin. Puis, je crois qu'il y a eu une deuxième explosion, plus forte. Et j'ai alors vraiment eu l'impression de m'élever, et puis la situation est devenue complètement surréaliste. J'avais conscience de me trouver à l'extérieur de l'avion, et ça ne me traumatisait pas vraiment. Mais ce dont je me souviens le plus clairement, c'est d'avoir manqué d'air, parce que je faisais face au vent. Lorsque j'ai réussi à tourner la tête puis à me retourner en entier, j'ai pu à nouveau respirer tout en regardant l'arrière de l'avion. Oui, je me souviens de ça, et je me rappelle avoir vu la queue de l'avion. Je me souviens avoir vu les moteurs tourner et puis plus rien. Ma mémoire s'est arrêtée à ce moment-là. Le miraculé est transporté à l'hôpital, où en quelques heures il récupère de son incroyable aventure. Il s'en tire avec une fracture du bras et du poignet et quelques engelures. Tim Lancaster reprendra ses fonctions 5 mois plus tard, comme si de rien n'était, alors qu'il est passé à travers une épreuve en théorie physiquement mortelle. Je crois que personne ne s'attend à être soumis à des conditions si extrêmes. La survie du commandant s'est jouée tout au plus à 10 minutes. Il se refroidissait de plus en plus et son métabolisme commençait à ralentir. Tim Lancaster a subi 2 types de traumatismes. Tout d'abord le choc et la violence avec laquelle il a été projeté à l'extérieur de l'appareil. Puis la température de moins 17 degrés, renforcée par le vent soufflant à 700 km/h et le manque d'oxygène à 5000 mètres d'altitude. Dans de telles conditions, ses chances de survie étaient infimes. Il a probablement commencé par sombrer en état de semi-conscience, puis d'inconscience. Et si sa température interne avait continué à chuter, il serait finalement mort à cause du froid intense qui règne dans cet environnement. Une question de minutes. Le commandant Lancaster a eu beaucoup de chance. Il était physiquement résistant. Son copilote a fait preuve d'un remarquable sang-froid. Et les stewards se sont relayés pour lui éviter de s'envoler dans les airs. Tous ces éléments lui ont sauvé la vie. Les gars, si quelqu'un se sent pas bien, dites-le moi. Peu de pilotes sont capables de réellement comprendre ce qui est arrivé à Hutchison et à son équipage, mis à part les pilotes militaires. Nous sommes avec de nouvelles recrues de la Royal Air Force, en plein exercice de simulation de décompression explosive. Un caisson hyperbare va reproduire les effets de l'éclatement d'un pare-brise à 7500 mètres d'altitude. Moteur. Vérifié et en marche. Toutes les connexions. Vérifié et confirmé. Vérification terminée, la pression monte selon les indications de l'officier médecin. Monte à 2500 mètres à 1200 mètres par minute. Ok, je monte à 2500 mètres à 1200 mètres par minute. Premier palier à 2500 mètres, la pression et le niveau d'oxygène ne présentent aucune difficulté. Maintenant, les étudiants vont être artificiellement projetés en 1 seconde à 7500 mètres. À tous les étudiants, ayez l'obligeance, s'il vous plaît, de lever clairement vos pouces lorsque vous serez prêts pour une décompression rapide. Très bien, attention étudiants, préparez-vous à une décompression rapide. 5, 4, 3, 2, 1, maintenant.
Le brouillard est exactement le même que celui qui a envahi le cockpit du vol BA-5390. Sous l'effet de la dépressurisation et de la température, les particules d'eau en suspension dans l'air se condensent et forment une sorte de brume. À cette altitude, l'oxygène est rare et les capacités physiques et intellectuelles déclinent très rapidement. On est stable à 7500 mètres. On peut maintenir l'altitude. Ok, commençons. Reproduisez-moi ces formes dans la marge de droite. Sans oxygène, on commence par observer une baisse de la réactivité. On constate des changements dans la personnalité. Ça ressemble beaucoup aux effets de l'alcool. On voit des étudiants devenir euphoriques, d'autres complètement apathiques, et d'autres encore développer des pertes de mémoire. Regardez comme les visages de vos collègues sont laids. Observez s'ils embellissent. Nos étudiants sont de moins en moins performants. Leur cerveau fonctionne au ralenti, ainsi que leur réactivité, jusqu'à ce qu'ils commencent à développer des troubles de la concentration et perdent connaissance. Finalement, ils pourraient mourir si on ne leur fournissait pas à nouveau de l'oxygène. Pour l'instant, le sang transporte moins d'oxygène. Le but de cette expérience est d'en observer les symptômes sur soi-même et sur les autres. Les 81 passagers du vol BA-5390 ont donc survécu grâce à un incroyable concours de circonstances. À commencer par l'extraordinaire sang-froid du copilote, qui durant 22 minutes a réussi à piloter un avion dans les conditions les plus épouvantables. Restait à comprendre ce qui était réellement arrivé. Pourquoi et comment l'avion s'était-il retrouvé dans une telle situation? Quelques heures après l'atterrissage, Stuart Colling, chef enquêteur au service des accidents aéronautiques, entame son enquête. Les premières constatations établissent qu'il n'y a aucune déformation du cadre du pare-brise, excluant d'emblée tout problème de structure. Il n'y avait plus de pare-brise. Il y avait pas mal de sang autour. Le fuselage n'était que légèrement cabossé et rayé, ce à quoi l'on s'attend lorsqu'un pare-brise s'envole. Et c'est tout ce qu'il y avait, à part tous les papiers éparpillés dans le cockpit. En cherchant dans le poste, l'enquêteur découvre un premier indice, le journal de bord. Il lui apprend un élément capital, un des pare-brises a été remplacé la nuit même. Stuart Colling se rend immédiatement à Birmingham, au service de maintenance de British Airways. Je voulais découvrir ce qui s'était précisément passé juste avant le décollage de l'avion. J'avais arrangé un rendez-vous avec le chef des équipes de maintenance qui avait installé le pare-brise. Mais il avait travaillé toute la nuit et s'était couché au petit matin. Il était en train de dormir et je devais attendre pour l'interroger. Bonjour, Stuart Colling. Comment allez-vous? Bien, je voulais vraiment vous rencontrer. Oui, tant mieux. Ne perdons pas de temps. Est-ce le hangar en question? Oui, en effet, c'est ici que nous entreposons. Pendant ce temps, j'ai inspecté les installations, veillé à ce que tous les documents de travail, tous les registres soient identifiés et emportés pour que personne d'autre n'y ait accès. Puis j'ai attendu qu'il se présente. Pour le bureau d'enquête des accidents aériens. Enchanté. Et voici mon collègue. Bonjour. Ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est reconstituer les événements qui se sont déroulés durant cet après-midi de travail. D'accord. Et comment ils se sont déroulés. Avez-vous remarqué quelque chose au sujet de ce pare-brise, par exemple des marques de fatigue préoccupantes ou... Mes premières questions étaient relativement générales, parce qu'à ce stade, nous n'avions aucun indice intéressant. Vous avez effectué ce travail seul. Vous ne l'avez délégué à personne, c'est bien ça? Stuart, téléphone, ça a l'air important. Oh, d'accord. Voulez-vous m'excuser?
Bien sûr, allez-y. J'ai pris l'appel. Mon interlocuteur m'a donné des informations sur le pare-brise qu'on avait retrouvé avec une trentaine de boulons, dont la plupart étaient de taille inférieure au diamètre requis. Une erreur de taille cruciale. Sur le bac 111, le pare-brise n'est pas posé depuis l'intérieur de l'avion, mais depuis l'extérieur, où il est fixé sur l'encadrement. Du coup, en altitude, la surface vitrée subit la pression toujours plus forte de l'intérieur de l'avion. Et la moindre faiblesse dans la fixation peut mener à la catastrophe. Je viens d'avoir des informations que je trouve très intéressantes. Selon mes collègues qui ont étudié vos boulons, leur diamètre ne serait pas bon. Il serait légèrement plus petit. Non, c'est pas possible. J'ai utilisé exactement les mêmes boulons, ça j'en suis sûr. Cet homme est un professionnel. Il tient, du moins le croit-il, à faire les choses bien dans l'intérêt de sa compagnie. Apprendre subitement qu'il aurait fixé un pare-brise avec des boulons de la mauvaise taille est un vrai choc pour lui. Je vais vous montrer. Venez, vous allez voir. Un élément nouveau surgit lorsqu'il me dit « J'ai jeté les anciens boulons dans la poubelle du hangar. Ils doivent encore y être. » Nous nous sommes précipités vers la corbeille et avons trouvé effectivement les 80 boulons. Les voilà. Ils sont là-dedans. Tenez, regardez. Ce sont les boulons. Ceux avec lesquels vous avez comparé les nouveaux, c'est ça? Tout à fait, oui. Je les ai comparés et ils étaient exactement pareils. Pour moi, c'est vraiment une preuve en or. Eh bien, je vais les importer. D'accord? D'accord. En comparant le registre de maintenance et les déclarations de l'ingénieur, l'enquêteur reconstitue rapidement la première partie de l'histoire. D'emblée, il identifie les erreurs commises la nuit précédente, lorsque le pare-brise du bac 111 a été remplacé. Nous avons déroulé le fil de tous les événements et nous avons mis en évidence environ 13 anomalies qui finalement ont eu pour conséquence l'utilisation des mauvais boulons. Si l'ingénieur avait réagi juste à un de ces événements, l'accident aurait été évité. Flashback. Dans la nuit du 9 au 10 juin, l'ingénieur prend son service très tôt. Et vers 4 heures du matin, il commence à démonter le pare-brise de l'avion. Le hangar est rempli d'appareils et le bac 111 a été poussé contre la porte du bâtiment, ce qui complique l'accès au pare-brise. Allongé sur le fuselage, l'ingénieur a du mal à manier son tournevis. L'ancien pare-brise est déjà fixé avec des boulons de mauvaise taille. Mais ces derniers sont encore assez solides pour maintenir le pare-brise qui a tenu sans accroc durant 4 ans. L'ingénieur est consciencieux. Puisqu'il change le pare-brise, il décide de remplacer les vieux boulons par des neufs. Sûr de lui, il viole la procédure en ne vérifiant pas la taille des boulons dans le catalogue des pièces détachées et va directement à la réserve. Ça va et toi? Là, il cherche des boulons neufs, identiques à ceux qu'il vient de retirer du pare-brise. Malheureusement, il ne trouve pas son bonheur. J'aurais besoin de 80 boulons 7DS. Je remplace un pare-brise sur un 111 et il me faut de nouveaux boulons. C'est du 8DS sur les 111. Bah non, ça c'est du 7. La preuve, c'est que je viens de les retirer. Ouais, bah de toute façon, on n'a plus de 7DS. D'accord. Bah écoute, je vais me débrouiller autrement. Merci quand même. Pas de quoi. Le magasinier, lui, sait quel boulon l'ingénieur doit utiliser. Mais ce dernier ignore le conseil. Et il décide d'aller chercher ces fameux boulons dans un autre magasin situé de l'autre côté de l'aéroport. Il est maintenant 5h15 du matin. Il n'a plus beaucoup de temps devant lui. Dans l'obscurité, il croit découvrir un stock de boulons identiques à ceux qu'il cherche. En fait, ils sont presque identiques, à 1 mm près. Revenu dans le hangar du bac 111, l'ingénieur s'installe sur le fuselage et commence à visser les nouveaux boulons. L'angle sous lequel il travaille ne lui permet pas de s'apercevoir que les boulons ne s'adaptent pas parfaitement.
Il réussit à terminer sa réparation comme prévu à 6 heures du matin. L'avion est fin prêt pour repartir en ligne. Dans moins de 90 minutes, le commandant Lancaster va s'installer dans le poste de pilotage. Deux heures plus tard, alors que le BAC 111 passe les 5000 mètres d'altitude, la pression interne de l'appareil ne cesse d'augmenter. Déjà plus de 55 kg par mètre carré. Une pression trop forte pour des vis trop petites, et c'est la catastrophe. Pour Stuart Culling, cette découverte n'est qu'une première étape. Jusqu'à présent, personne n'a rien dissimulé. Mais l'enquêteur n'a pas encore répondu à toutes les questions. Pourquoi l'ingénieur a-t-il agi ainsi? Cette attitude est-elle un incident isolé ou bien le symptôme d'un plus vaste problème? Les enquêtes concernant les accidents d'avion comportent deux étapes. La première consiste à comprendre ce qui s'est passé, c'est la partie la plus facile. La deuxième, c'est comprendre pourquoi cela est arrivé. Pour répondre à ces questions, Stuart Culling va utiliser une méthode quelque peu révolutionnaire. C'est qui s'est occupé de la maintenance? Quel matériel a été utilisé? Nous pensions qu'en procédant aux interrogatoires de manière impromptue, nous obtiendrions plus d'informations. Les gens se sentiraient plus libres de parler. Si nous les avions officiellement prévenus, ils se seraient tus. Un peu de café? C'est pas de refus. Très bien. Comment trouvez-vous votre hôtel? Oh, très correct. Mais j'aime pas trop dormir loin de mon lit. Oui, je comprends, on est tous pareils. Bien. Il décide de s'entretenir avec l'ingénieur loin du contexte professionnel, dans une confortable chambre d'hôtel. Et pour comprendre les tenants et les aboutissants de l'attitude de l'ingénieur, Stuart Culling innove en s'alliant les compétences d'un spécialiste en psychologie comportementale. Êtes-vous toujours dans le hangar ou vous arrive-t-il parfois de réparer un avion à l'extérieur? Dans le passé, des psychologues sont déjà intervenus pour analyser les fautes commises par les pilotes sous l'effet du stress. Mais en 1990, elle n'a encore jamais été utilisée auprès des ingénieurs. J'avais besoin d'éclaircir un point professionnel en utilisant un terrain purement psychologique. J'espérais pouvoir le mettre suffisamment en confiance pour obtenir le maximum de lui. Bon, pour le catalogue des pièces détachées. Lorsque vous retirez des boulons, est-ce que vous consultez le catalogue tout de suite ou alors vous... En général, non. Ah oui? Oui, si je trouve un jeu de vis qui correspond aux autres que je viens d'enlever, alors je les prends dans la réserve des pièces détachées. Je vois. Vous trouvez donc plus facile de les comparer visuellement, et c'est ce que vous avez fait dans l'affaire qui nous préoccupe. Oui, oui, parce qu'au final, les boulons qu'on met sont les mêmes qu'on a retirés, Oui. donc en quelque sorte, il n'y a aucune différence. Et comme les premiers avaient fonctionné, pourquoi pas ceux-là? Voilà, je les ai remplacés à l'identique. Oui, étant donné que l'avion avait volé comme ça. Nous étions terrifiés qu'il puisse avouer ce genre de choses. Parce qu'après tout, nous transcrivions ces déclarations. Et il était fier de lui. On aurait pu penser qu'étant donné son comportement, il n'aurait pas cherché à se mettre en avant comme ça. Si j'étais allé vérifier sur l'ordinateur tous les boulons et les pièces dont j'avais besoin et regarder les procédures, il est à peu près sûr que l'avion n'aurait pas décollé à l'heure. Je vois, je vois. Ainsi, si je comprends bien, étant donné que vous avez de l'expérience en tant qu'ingénieur, vous n'avez plus à suivre les règles à la lettre. Je me trompe, vous pensez que vous n'avez pas à suivre les procédures telles qu'elles ont été écrites? Voilà, je fais ça depuis des années maintenant. Sidéré par ce qu'il entend, Stuart Culling n'est pourtant pas au bout de ses surprises. De minute en minute, les dangereuses méthodes de l'ingénieur se font de plus en plus limpides. Donc, vous trouvez que vous pouvez avoir confiance en votre savoir. Vous vous y connaissez mieux que le responsable des réserves. Eh bien, disons que moi, je suis ingénieur, j'ai retiré 80 boulons et ensuite je les ai remplacés. Voilà, c'est aussi simple que ça. Enfin, je crois. Donc, vous vous fiez au fait que cet avion avait volé comme ça et que le diamètre des boulons devait être bon? Eh bien, oui, vu que ce pare-brise était sur cet avion depuis longtemps. Leur but, finalement, dans ce service, était d'expédier leur travail.
Le planning à venir était chargé. Tout a été fait de nuit. Très souvent, ces hommes avaient bien plus de travail qu'ils ne pouvaient en assumer. Et ils usaient de stratagèmes pour y parvenir. Avec l'aide du psychologue, Culling rédige la première version de son rapport et met en évidence les déficiences de la maintenance British Airways à Birmingham. Mais la compagnie réagit et conteste le rapport. Parce que l'enquête n'a pas été menée selon les procédures habituelles, Stuart Culling doit finalement effacer cette mise en cause dans son rapport final. Notre avocat, ainsi que des conseillers juridiques spécialisés dans ce secteur, nous ont confirmé qu'il était illégal d'utiliser ces informations obtenues hors procédure habituelle. Nous avons donc été obligés de retirer ça de notre rapport. Jamais enquêteur n'a produit un tel rapport sur un accident. En travaillant avec un psychologue, Stuart Culling a innové dans le traitement des facteurs humains. Les pressions exercées ouvertement sur les équipes de maintenance ont obligé un ingénieur, par ailleurs très compétent, à commettre des fautes en toute bonne conscience professionnelle. Des fautes qui auraient pu avoir des conséquences fatales. Cette approche psychologique a depuis été reprise et a permis d'améliorer la sécurité aérienne. Cette mésaventure a soudé durablement les membres de l'équipage du vol 5390. Personnel de cabine et pilotes se revoient régulièrement. Et évidemment, leur sujet favori de discussion, c'est l'accident. Je suis heureux d'avoir continué à le tenir parce qu'aujourd'hui Tim est vivant. C'est un homme très résistant. Il doit l'être puisqu'il a survécu à ça. Moi, je n'en aurais pas été capable. Dans cette histoire, chacun à sa manière s'est comporté comme un héros. Chacun a fait ce qu'il a pu pour aider et sauver la vie du commandant et des 81 passagers. Une attitude qui force le respect et qui leur a valu à tous non seulement une médaille, mais surtout une reconnaissance unanime. Retourner à Birmingham a été l'un des moments les plus émouvants. Lorsque nous sommes entrés dans l'aéroport, tout s'est arrêté. Le personnel au sol et toutes les hôtesses au comptoir d'enregistrement se sont levés et nous ont applaudi pendant que nous traversions tout le bâtiment. Ces moments ont été vraiment très émouvants. En fait, j'avais pas envie de ce genre de choses. Le tapis rouge, tout ça. Leurs collègues ont salué un équipage qui a fait preuve d'un professionnalisme exceptionnel à tous les niveaux. Un personnel de cabine qui a accompli un travail d'équipe dans des circonstances extraordinaires. Et un copilote, seul aux commandes, pour ramener l'avion à bon port et sauver tout le monde à bord. Tim Lancaster est aujourd'hui retraité de chez British Airways. Mais il a été réembauché par une autre compagnie et continue à voler comme commandant de bord. La première fois que j'ai de nouveau volé, ce fut une journée très particulière. J'avais déjà recommencé à travailler et à aller mieux, mais une fois que j'ai pris cette décision, le reste a suivi. J'y pensais tous les jours, c'est vrai. Chaque jour, j'y pense, d'une manière ou d'une autre, chaque jour. Cela m'affectera jusqu'à mon dernier jour. Nigel, Sue et Simon ne volent plus. Mais John Hayward, le chef de cabine, travaille toujours pour British Airways, mais plus à bord du même avion. British Airways a mis en service un nouvel appareil à Birmingham. Malheureusement, le pare-brise sur cet avion était fixé à l'extérieur, comme sur le bac 111. Les deux cabines se ressemblaient également, et quand je me suis assis la première fois, tout m'est revenu en mémoire. C'est pour ça que j'ai demandé ma mutation sur les longs courriers à Londres, parce que ces avions ne ressemblent pas au bac 111. Une chose est sûre, ce jour-là, chaque membre de l'équipage a vu la mort en face durant ces 22 minutes. Simplement, ce n'était pas leur heure, question de destin.
Tim l'a vraiment très bien expliqué. Il a dit, nos noms figuraient sur la liste, mais pas tout en haut. Et je pense que c'est probablement vrai.